Donc, il me fait plaisir de vous présenter John Barlow, un bon ami de la FCA. Il est le ministre dans l'ombre de la sécurité alimentaire, la production agricole. Il va nous parler pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, nous aurons une période de questions. Nous allons essayer de ne pas le garder trop longtemps. Sur ce, vous avez la parole, John. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Bon, ça va. Je m'excuse de mon petit retard, mais comme vous savez, on avait des votes. Après 5 heures, il y aura un autre vote. Je vais garder mon téléphone ici si jamais on m'appelle. Mais nous avons cette appli. Vous pouvez voir comment ça marche. Je vais prendre une photo. Si je ne vois pas mon visage, je vais implanter l'un de vos visages pour voter. C'est bien d'être ici en personne, de vous voir tous sourire. C'est comme une réunion d'anciens camarades de classe. Bon, je ne vais pas parler de nos âges, mais c'est bien d'avoir ces retrouvailles, ces discussions. Nous allons aborder ces questions qui sont tellement importantes pour vous. Je dois admettre, en préparant cet exposé hier soir, ça paraît surréel. Je travaille sur un discours sur l'agriculture et l'agroalimentaire, l'industrie agricole, et en même temps, il y a cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Je crois que c'est important de commencer mon exposé en exprimant quelques mots de solidarité avec nos amis, les membres de nos familles. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient des membres de vos familles en Ukraine. Et on ne serait pas dans cette salle, on ne serait pas en train de parler de l'agriculture, n'eût été les 170 immigrants qui sont venus de l'Ukraine avant la Première Guerre mondiale et qui se sont établis dans beaucoup de nos terres agricoles à travers le Canada, surtout au Canada occidental. On se préoccupait de l'invasion ou de nos terres par les États-Unis. On avait besoin de cette immigration européenne. Beaucoup de ces immigrants sont venus de l'Ukraine. Ils font partie intégrante de notre histoire au Canada. Dans ma circonscription, il y a Kronespace où l'industrie du charbon était très important pour nous. Et tout ça a été développé avec l'apport des immigrants ukrainiens. Donc, nos pensées vont vers nos amis en Ukraine. Et nous devons comprendre que nous pensons que vous allez jouer un rôle très important. Vous aurez le fardeau de combler ou de lutter contre cette crise de pénurie d'aliments. Déjà, on a eu la COVID. Avec ce qui se passe en Europe, avec l'Ukraine, qui est un peu le panier d'alimentation de l'Europe, les Nations Unies nous avertissent déjà des risques de famine dans certaines parties de l'Europe à cause de cela. On revient au but de notre réunion. Il faut savoir que le gouvernement fédéral ne va pas régler tous les problèmes en ce qui concerne l'agriculture, l'agroalimentaire et la transformation des aliments. Cela dit, je crois que le gouvernement fédéral a un rôle très important à jouer comme partenaire, des ranchers, des éleveurs, des transformateurs. Vous avez besoin d'un promoteur, un animateur, vous avez besoin d'un allié. En discutant avec plusieurs d'entre vous au cours de plusieurs années, c'est quelque chose qui manque. Encore une fois, je vous remercie de cette invitation pour discuter ces problèmes, ces défis que nous devons relever au niveau de l'industrie, mais j'aimerais vous entendre aussi vous exprimer sur ces sujets. Avec mes collègues conservateurs, le caucus conservateur, nous allons toujours défendre les intérêts des agriculteurs canadiens, non seulement à la Chambre des communes, mais à l'échelle du pays. Nous allons amplifier vos récits et la protection du sol, des cours d'eau, du bétail. Vous êtes les garants de la terre. Nous allons parler de ces défis, mais aussi souligner les réussites ici, au Canada, comme ailleurs dans le monde. Comme conservateurs, nous voulons évoquer les solutions fondées sur la science.
demander l'accès à la fine pointe de la technologie, des investissements pour renforcer les chaînes de valeur et des infrastructures de base. Vous, comme intervenant, vous devrez atteindre votre plein potentiel et c'est plus important en ce moment. Nous devons aussi travailler ensemble pour faire participer tous les paliers du gouvernement à l'échelle mondiale, les jeunes, les ONG, tous les Canadiens. Il faut bien définir la forme de l'agriculture moderne au Canada. Pourquoi nous travaillons mieux que tout le monde ailleurs. Je crois que ce serait un grand défi. Mon personnel et moi, nous avons rencontré un jeune l'autre jour qui a fondé un groupe appelé Youth for Climate Change, la jeunesse en faveur de la protection du climat. Cette jeune femme ne connaissait rien sur l'agriculture. Elle nous a contactés pour apprendre des choses. Mais j'ai commencé à réfléchir. Elle va travailler au gouvernement fédéral et je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait pas grand-chose. Si c'est un jeune leader dans un ministère très important au gouvernement fédéral qui ne comprend pas la nature de l'agriculture canadienne. Je lui donne le crédit. Elle a au moins posé cette question avant de commencer à envoyer des gazouillis sur les médias sociaux pour vilipender l'agriculture canadienne. Mais c'était clair qu'elle voyait l'agriculture canadienne comme l'ennemi de l'environnement. Nous devons changer cette mentalité. Nous avons un rôle très important. On peut parler des marchés, des règlements, de toutes sortes d'autres sujets. Mais tant que les Canadiens ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons chaque jour, ces choses-là n'auront plus d'importance. Il nous faut des politiques, des règlements, des partenariats pour nous assurer que l'agriculture canadienne atteint son plein potentiel au lieu de vous punir alors que vous travaillez mieux que quiconque ailleurs au monde. Nous voulons être un partenaire pour éliminer les barrières non tarifaires, une meilleure gestion, lutter contre les politiques, des lois qui ne sont pas fondées sur la science et qui sont néfastes pour vos activités. En ce moment, nous devons s'appuyer mutuellement. L'agriculture canadienne a besoin de cet allié, un champion, un promoteur, parce que je crois qu'on n'écoute pas l'agriculture canadienne. Le gouvernement ne le fait pas, le public ne le fait pas. Je vais vous donner quelques exemples. Je n'aime pas toujours parler de problèmes, j'aime mieux proposer des solutions, ce que les conservateurs, l'opposition officielle a proposé par le passé et qu'on va faire dans l'avenir. Examinons ce qui se passe. Il y a un panel de neutralité de carbone, sans représentation de l'agriculture, des changements dans l'usage des engrais et les émissions, sans consulter les agriculteurs. Et comme mon ami a dit, ce qui se passe avec la crise des pommes de terre à l'île du Prince-Édouard, je crois que c'est une erreur politique. Ça n'a rien à faire avec du travail de qualité à propos des pommes de terre et l'activisme du gouvernement dans ce sens. Ils sont contre la taxe sur le carbone, sur les combustibles, sur les fermes. On a demandé de modifier certaines lois pour régler les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Ça n'a pas eu lieu. 12 d'entre vous dans cette salle, vous vous êtes regroupés pour présenter des solutions concrètes pour faire face à la pénurie de la main-d'œuvre. C'est ce que vous avez fait il y a quelques mois. Il n'y a pas eu d'action concrète. On ne vous écoute pas. Pour moi, ce n'est pas logique. Et l'agriculture doit être une grande priorité, que ce soit la sécurité alimentaire, la reprise ou la relance économique, l'emploi. La COVID-19 nous a enseigné que la sécurité alimentaire et l'agriculture canadienne sont des éléments clés dans la vie quotidienne de tous les Canadiens et à la relance économique au Canada. Durant cette pandémie, si tout le monde dans ce pays faisait tout le nécessaire pour s'assurer qu'on ait de la nourriture de qualité, s'il y a une personne qui l'a fait,
ou s'il y a des gens qui l'ont fait, c'est vous. Alors moi et mes collègues conservateurs, je saisis l'occasion pour vous dire un grand merci. On n'aurait jamais pu le faire sans vous. Vous nous avez aidés à survivre. Vous êtes très dur, vous avez prouvé que vous êtes très courageux. Les taxes carboniques, marque d'accès au marché global, pandémie, toutes sortes de problèmes, des inondations, et votre flexibilité, votre capacité de réaction est remarquable. Encore une fois, une leçon qu'il faut tirer depuis ces 2 dernières années, c'est de prioriser, l'importance de prioriser votre réussite comme agriculteur. C'est une opportunité de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et nous assurer que le programme d'assistance soit efficace, opportun, rentable. Sans doute, l'agriculture peut être un moteur clé dans la relance économique du Canada. Vous êtes au courant de ces chiffres, mais en 2020, le système d'agriculture employait 2,1 millions de personnes au Canada. Un emploi sur 9 dans l'économie canadienne se sont reliés à l'agriculture pour un PIB de 140 milliards de dollars. Ça, c'est irremplaçable. Pour porter le fardeau que j'ai évoqué au début, c'est très important que le gouvernement fédéral développe des politiques pour renforcer l'agriculture au lieu de le châtier. Et j'ai évoqué certains problèmes devant vous. Nous menons une étude au comité de l'agriculture en ce moment sur les problèmes reliés à la chaîne de valeur. Nous avons identifié beaucoup de faiblesses. Le ministre de l'Infrastructure au comité des transports l'autre jour, mon collègue a posé la question combien de projets structurants ont été construits dans le cadre du nouveau système introduit. Zéro. Nul. Ça nous coûte des centaines de millions de dollars sans résultat concret. Enfin, il n'y a pas eu de projet complété dans 6 ans. Et c'est inefficace et inacceptable. Et j'aimerais parler brièvement de certains problèmes auxquels nous faisons face au comité et à la Chambre de communes. Et je vais essayer de laisser un peu de temps pour des questions. J'ai évoqué ce récit de sensibilisation des Canadiens urbains et ruraux sur la nature de l'agriculture moderne au Canada. La priorité numéro 2, c'est de renforcer nos relations avec notre partenaire commercial le plus fiable. C'était critique auparavant, mais ce que nous avons vu avec les conflits entre la Russie et l'Ukraine, il est d'autant plus important de renforcer nos relations. Et c'est avec les États-Unis, évidemment, qu'il faut veiller à soigner cette relation. Et pourtant, elle se détériore. Ça a commencé avec la main-d'œuvre, ensuite les véhicules électriques, maintenant les pommes de terre, les principaux. Et aussi la menace du retour du charbon. Donc, nous devons mettre en place un gouvernement qui va remettre le train sur les rails parce que on ne peut pas, évidemment, on ne veut pas se faire bousculer par des mauvais acteurs, mais nous ne voulons pas non plus sacrifier la relation que nous avons avec notre partenaire privilégié. Alors, la concession sur les pommes de terre ne sera peut-être pas la dernière. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Et c'est sûr qu'il s'agit d'une question politique. Le gouvernement devrait en fait s'investir sur le plan politique pour apporter une solution. Quand le gouvernement des États-Unis ouvre la porte à Porto Rico, en fait, ils utilisent le même protocole pour appuyer leurs décisions. Alors pourquoi pas? Parce que c'est politique. Et ce n'est pas basé sur des faits scientifiques. Et j'ai parlé des autres choses que nous devons faire pour résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement, pour assurer l'accès au marché. Et nous avons demandé qu'il y ait une enquête en vertu de l'article 49 de la loi sur le transport. Et nous avons demandé justement de remonter jusqu'en 2015. Il y a eu des recommandations qui avaient été faites en 2015, et donc il s'est écoulé 7 ans pour la mise en œuvre de ces recommandations. Mais il y a eu des amendes
pour les compagnies de transport qui ne respectent pas leurs engagements, mais nous n'avons imposé aucune amende, même si nous en avons le pouvoir. Et vous me direz peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ma priorité, mais je pense aussi que la crise de main-d'œuvre est certainement une priorité et que, en dépit de tous les problèmes, en plus de tous les problèmes, nous n'avons pas la main-d'œuvre nécessaire pour respecter nos engagements et nous prenons du recul. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est que les producteurs agricoles ont perdu 2,9 milliards de chiffre de vente à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, quoi faire? Bon, vous avez proposé justement une stratégie d'urgence de la main-d'œuvre, mais le gouvernement n'a pas donné suite. Mais à titre d'opposition, nous travaillons sur deux autres solutions. Nous allons proposer un projet de loi d'intérêt privé qui ferait en sorte que les industries qui sont à court de main-d'œuvre, et c'est sûr que l'industrie agricole serait donc exemptée du programme de la LMIA, et il ne serait pas nécessaire de demander un permis. Et l'idée serait donc de rationaliser le processus et de laisser tomber ce processus d'admission pour les immigrants, ou les travailleurs immigrants. Et le gouvernement a donné un traitement de faveur au Québec et leur permettre d'augmenter leur seuil à 20 %. Mais pourquoi le Québec et pas les autres provinces? Donc, nous allons insister pour que le même seuil s'applique aux autres provinces. Et nous en avons parlé aussi lors de la dernière Assemblée législative, mais nous allons continuer. C'est aussi de mettre en place un code de conduite pour les épiceries. Plus que jamais, les Canadiens parlent de l'abordabilité du prix des aliments. Nous voulons nous assurer que le code de déontologie fasse que tous les Canadiens ont accès aux produits sur les tablettes et que ce soit abordable donc pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs. Et j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Deuxième, nous avons aussi, nous voulions exempter les exploitations agricoles de la taxe sur le carbone. Malheureusement, le projet de loi est mort au feuilleton lorsque le premier ministre a déclenché les dernières élections. Nous avons resoumis ce projet de loi d'intérêt privé par l'entreprise de Benoit, mon collègue, mais le 1er avril, la taxe sur le carbone augmente à 50 $ par tonne. J'ai lu un rapport de la CFAB. Alors, nous savions que ça allait coûter 15 millions aux producteurs agricoles, mais le régime de tarification du carbone coûte à l'exploitant agricole moyen 14 000 $ par année. Mais avec l'augmentation, ce sera maintenant 45 000 $ par année. Voilà ce que sera le coût de la taxe sur le carbone. Maintenant, les libéraux vous diront que oui, mais on vous donne un rabais ensuite. Mais on ne sait pas combien sera la ristourne, on ne sait pas quand elle arrivera et on ne sait pas si elle compensera les coûts. Donc, notre programme est beaucoup plus... Moi, j'aimerais bien me débarrasser de la taxe sur le carbone, mais ça, c'est autre chose. Donc, notre solution est quand même optimale. Une dernière chose aussi, c'est la question de l'engrais. La ministre Bibeau l'a annoncé à COP. Ça pourrait être un coût mortel à l'agriculture. Alors, on a annoncé un seuil de 40 %, mais à partir de quoi? Sur quelle base? Et il faut que le gouvernement comprenne ce que fait déjà l'industrie agricole, l'agriculture de prévision, les 4 R, les cultures sans retourner le sol. Et on aimerait bien savoir d'où à quelle source le ministre de l'Environnement s'est inspiré. Alors, vous avez fait une célébration et vous avez obtenu beaucoup de succès. Et c'est ce que vous avez célébré lors de la journée de l'agriculture. Nous allons continuer à rencontrer les agriculteurs et les éleveurs de bétail pour répondre aux défis que vous avez relevés, mais aussi, comme j'ai dit, le monde change et nous devons renforcer notre capacité de répondre aux défis, que ce soit l'agriculture ou l'énergie. Le Canada a la possibilité extraordinaire de devenir un chef de file mondial, un fournisseur de produits de base essentiels. Et je sais que vous êtes prêts à porter ce fardeau.
Mais pour cela, il faut que les producteurs, les transformateurs et les entreprises aient un défenseur. Vous avez besoin d'un champion et vous avez besoin d'un allié. Les conservateurs sont prêts à être cet allié. Merci beaucoup. J'apprécie votre temps et je suis à vous pour les questions. All right, see ya. No. Anthony O'Neill from Newfoundland. Ornamental horticulture. Merci beaucoup pour tous ces renseignements et merci de votre Anthony O'Neill de l'Alliance canadienne sur l'horticulture. J'aimerais revenir à cette anecdote que vous racontiez de cette jeune femme qui ne connaît pas très bien l'agriculture à Terre-Neuve. Nous avions une entreprise familiale, nous étions producteurs et détaillants, et j'ai passé 25 ans à enseigner aux gens comment planter des pommes de terre. Et ce n'étaient pas les jeunes auxquels il s'agissait des baby boomers et des gens de tous les âges, en fait. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli pendant cette période parce que cela démontre bien, parce que les agriculteurs, les gens qui pratiquent l'agriculture apprécient toutes les étapes nécessaires pour la production de récoltes. Et ça m'amène à l'autre point. Et la chose sur laquelle sur laquelle nous devons éduquer le public, c'est la valeur des produits horticoles que nous cultivons au Canada. Comme vous savez, les arbres sont des instruments privilégiés pour la séquestration du carbone. Et nous avons le côté réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la question la dimension séquestration du carbone. Et comme vous savez, 80 de nos citoyens seront dans des zones urbaines d'ici 2050. Donc, et c'est là où les gens vivent qu'il faut penser aux adaptations au changement climatique les plus importantes. Et nous avons demandé au gouvernement où le gouvernement plantera ces 10 millions d'arbres au cours des prochaines 10 années. Et alors, il s'agit d'une centaine de millions d'arbres qu'il faudra justement être plantés par nos producteurs et qui seront ensuite plantés en milieu urbain. Et là, on ne parle pas de semis. Mais il y aura donc il faudra que nos producteurs aient les intrants nécessaires. Et les programmes qui existent en vertu des partenariats agricoles et les programmes de gestion de risque ne sont pas capables de soutenir ce genre de croissance. C'est un effort gigantesque pour nos producteurs. Alors, avez-vous réfléchi au soutien que l'on pourrait donner à nos producteurs pour qu'ils puissent effectivement nous aider à nous adapter au changement climatique? Oui, merci de la question et merci pour tout ce que vous faites. Je pense que vous avez soulevé des choses auxquelles je veux répondre. Vous avez parlé, par exemple, de la question de l'engrais. La ministre Bibeau et Environnement et Changement climatique Canada, la ministre est une activiste, mais il faut comprendre que quand on parle de séquestration du carbone et ce que fait l'agriculture, il faut éduquer les ministres et certainement nos collègues à la Chambre des communes, quelle que soit leur couleur partisane, quant à la ligne de référence qu'il faut viser. Alors, quel est le niveau de séquestration de carbone qui est accompli actuellement, y compris du côté ornemental, avec la plantation des arbres? Et je sais qu'Alistair a probablement parlé de son étude du sol. Ça aussi, c'est très important. Ça nous donne une meilleure idée d'où nous en sommes. Et ça, donc, cette ligne de référence est importante. Et avec le projet de loi d'Alistair, il y en a un autre projet de loi qui sera présenté par le sénateur Black au Sénat,
Et c'est vrai que c'est important de comprendre la santé du sol. Ça n'a pas été fait depuis 1984. L'autre chose, c'est que lorsqu'on parle des programmes de financement, quand il s'agit de renégocier un nouveau programme, ce que nous allons essayer d'obtenir du côté conservateur, parce qu'il n'y a pas de nouveaux fonds, mais ce sera important de prioriser où les fonds seront alloués. Et l'une des priorités, ça devrait être la recherche et l'innovation scientifique. Et comment divers aspects de l'agriculture peuvent apporter des solutions aux défis que nous vivons actuellement. Bon après-midi, Paul Vickers, avec de l'Ontario, et producteur de bétail, je crois. Alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée à vos deux collègues. Vous avez parlé de taxes sur le carbone et justement l'utilisation de l'énergie pour faire sécher les céréales. Alors, vous et le Parti conservateur êtes en faveur du projet de loi. Bon, je ne suis pas très fort avec les chiffres, mais je pense que ce projet de loi a des chances de percer. Donc, je vous remercie d'être venu et de manifester votre soutien pour ce secteur de l'agriculture. Oui, merci, Paul. Je ne savais pas que mes deux collègues étaient encore là. J'aurais fait attention à mes commentaires. Et nous allons certainement appuyer le projet de loi d'Alister et de son étude sur le sol. Ah, ben je l'ai échappé belle. Non, mais écoutez, au comité d'agriculture, on s'entend bien entre collègues et on travaille ensemble pour trouver des solutions. Alors, ils savent bien que j'aurais pas parlé en mal d'eux en leur absence. Et je compte sur leur soutien, comme pendant l'Assemblée législative précédente. Alors, moi j'avais aussi soumis un projet de loi d'intérêt privé sur la biosécurité et les fermes. Nous avons ajouté la dimension santé mentale et ça, c'est un point qui a été mis en valeur justement pendant le débat sur ce projet de loi. Oui, Kelly Banham, le producteur canadien de... Oui, on les rencontrer la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui. Question sur le programme MELT et les conducteurs de classe 1. Et la réciprocité que nous voulons entre les camionneurs entre provinces, mais aussi avec les camionneurs américains. Parce qu'avec tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement que nous avons, l'une des difficultés que nous avons dans notre industrie, c'est la possibilité d'avoir des conducteurs de catégorie 1 d'une autre partie du Canada et de la faire reconnaître en Alberta. Avez-vous des commentaires là-dessus? Et deuxième commentaire, on a beaucoup parlé de diversification. Est-ce que les producteurs ne devraient produire que 8 % Les producteurs canadiens ne produisent que 8 % du sucre. Mais que pouvez-vous nous dire au sujet des soutiens du gouvernement? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour appuyer notre industrie? Merci. Alors, par rapport à la première question, alors, vous avez mis le doigt sur un problème qui existe depuis plusieurs assemblées législatives. Les barrières interprovinciales sont l'accord de libre-échange le plus lucratif est avec n'est pas avec le Canada. Et justement, il y a une excellente étude qui a été faite il y a 8 ans et qui disait abattre les murs, abattre les obstacles au commerce interprovincial. Et le camionnage était justement la première recommandation qui est issue de cette étude. Ça nous coûte environ 150 milliards à notre PIB chaque année, justement à cause de ces obstacles. Et malheureusement, nous avons d'en avoir à un accord de libre-échange entre les provinces, mais tant que les provinces ne sont pas d'accord pour éliminer les protectionnismes. Et si vous lisez cette étude, justement, il y a toutes sortes de règles qui s'appliquent aux camionneurs qui transfèrent et qui traversent la frontière interprovinciale. Mais tant que les provinces ne viendront pas à la table pour se mettre d'accord, ce ne sera pas possible d'aller de l'avant avec un accord de libre-échange interprovincial. Merci, M. Barlow. Kit Campbell, vous avez parlé
d'une réduction de 30 % dans les émissions. Et une des composantes importantes, évidemment, c'est l'oxyde d'azote qui vient des engrais. Dans mes discussions avec les détaillants, si je comprends bien, il y a des inhibiteurs, les engrais qui ont un agent qui inhibe l'oxyde d'azote coûte 30 à 40 sous de plus la livre. Alors, il y a beaucoup d'exploitations dans l'ouest du Canada utilisent ce type d'engrais. Et il y a beaucoup de producteurs qui ignorent tout simplement les bénéfices qui sont préconisés par le gouvernement à cause du coût excédentaire. Alors, compte tenu de cette directive de réduire les émissions de 30 %, comment faire? Et aussi, le prix de l'urée a doublé depuis l'année dernière. Et ça va être un problème pour la production agricole canadienne si nous allons atteindre nos objectifs de production et de PIB. Normalement, je prônerais le marché libre, mais nous avons vu des augmentations de prix extraordinaires et ça ne va faire qu'empirer. Compte tenu du conflit russo-ukrainien, et donc les prix ne vont faire que monter. Et nous n'avons pas encore fixé une position, mais je pense qu'il faudra une intervention de la part du gouvernement parce que les fabricants d'engrais ne pourront pas continuer à augmenter leurs prix, sinon vous ne pourrez pas continuer vos exploitations. Parce qu'il y aura une crise de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale si les choses continuent comme elles sont parties. Alors, restons branchés sur cette question. Je ne sais pas si mes collègues auraient une réponse différente, mais je peux vous dire que le Parti conservateur n'a pas encore discuté de ce problème, et c'est sûr et certain que nous allons y voir, et je vous tiendrai au courant. Ben, je m'en suis bien tiré, hein, Mary? Yvon, est-ce que vous voulez, Monsieur Perron, vous avez des questions pour moi? C'est votre anniversaire? Est-ce qu'on vous a chanté bonne fête? Ah oui? Ah, vous avez 30 ans, là. 30 ans. Merci beaucoup, et on se verra à la réception. Thank you, John Barlow. Merci, John Barlow. Alors, cela nous amène à la conclusion de la première journée de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération. Alors, je rappelle aux membres du conseil d'administration, restez ici, venez à l'avant pour la photo. Et on se retrouve à 6 heures à l'étage du penthouse. Et de 6 à 8, ce sera la réception. Merci et on se revoit tout à l'heure.